Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, regardez, ce sont les négociations qui se mènent en ce moment, puisqu'il y a eu plusieurs tablés, si on peut dire, où d'abord les Américains et les Ukrainiens, puis maintenant ce sont les Européens qui se joignent à la discussion, sont là. Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît. Richard Verly, éditorialiste international pour Blick. Vous signez Cette Amérique qui nous déteste aux éditions Nevicata. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Merci, bonsoir. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Richard Verly? On regarde les images qui se passent à Genève, où on voit que les Américains et les Ukrainiens, les Américains surtout, ont accepté d'ouvrir un peu la discussion aux Européens. Mais il est en train de se passer que les Européens font le forcing et ils n'ont pas d'autre choix. De toute manière, dans la situation actuelle, vu l'ultimatum, vu tout ce que vous avez expliqué, vu la détermination des Américains à obtenir des réponses et vu surtout la nature du plan. Donc ce forcing, pour le moment, il est au niveau diplomatique. Je rappelle que les chefs d'État et de gouvernement étaient au G20 en Afrique du Sud, donc laissons-leur le temps de rentrer. Le chancelier Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, on peut imaginer que dans les jours à venir, ensemble, ils vont se retrouver. Je crois qu'il y a une réunion mardi de la coalition des volontaires. Mardi, on passera à la phase politique du côté de ces dirigeants. Pour le moment, c'est les diplomates qui sont à l'œuvre. Pourquoi une telle inquiétude? On va rappeler dans quelques instants les plans, les points de ce plan. Mais il n'y a pas une seule mention de ce qui était le cœur de la proposition française, c'est-à-dire la coalition des volontaires, comme si les Américains s'asseyaient littéralement sur l'Europe. Mais ça vient d'être dit aussi, il n'y a pas non plus une mention de l'OTAN en ce qui concerne les avions. C'est-à-dire que très clairement, ce plan, il vise à éviter de nommer des structures. Il distille le flou, au fond, sur les responsabilités, parce que le flou profite à qui? Le flou profite évidemment à la Russie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faudrait savoir, moi je ne le sais pas, c'est dans quelle mesure les Américains ont anticipé, et quelque part, le flou, c'est la marge de manœuvre qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à concéder? Est-ce qu'ils attendent finalement que les Européens mettent les verrous? Mais les Européens, ils ont aussi une vraie responsabilité. S'ils veulent mettre des verrous, il faut qu'ils disent « on y va » par exemple. Il faut qu'ils disent « nous, on veut des troupes en Ukraine ». Est-ce que les Européens l'ont dit pour l'instant? À ma connaissance, c'est la position française en tout cas. Oui, mais les Européens ensemble, on n'en est pas là. Mais le problème, c'est que les Européens réagissent, ils commentent, mais ils n'imposent rien. C'est ça. Ils n'imposent jamais rien. Et puis, quelle est leur marge de manœuvre? On se demande quelle est leur marge de manœuvre également. Et ils ne claquent pas la porte, surtout. À imposer. Ils ne claquent pas la porte. Et dans ce plan de 28 points, en fait, on peut le résumer à un seul point, qui est celui des échanges commerciaux qui résulteraient de cette nouvelle donne géopolitique entre la Russie et les États-Unis, puisque je vous rappelle qu'au point 14, enfin on ne va pas le détailler, mais enfin il y a quand même un point hallucinant qui explique comment les avoirs gelés russes seraient utilisés en partie par les États-Unis et que les Européens mettraient au pot tout ça pour le bénéfice des intérêts européens dans l'Ukraine post-guerre. Même un comble. Ça c'est un des leviers en l'occurrence, et l'ancien commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, tout à l'heure on a parlé chez vous, ce levier il pèse 180 milliards d'euros qui sont gelés chez Euroclear, qui est une institution à Bruxelles. Quelle est la tonalité à Washington, puisque c'est Trump évidemment finalement qui donnera le ton? Sonia Dridi, qu'est-ce qu'on sait à l'heure où nous parlons très exactement, 23h heure de Paris, de ce que Trump veut ce soir? Alors, on vient d'avoir une déclaration de Marco Rubio assurant qu'il avait briefé Donald Trump sur les progrès qui avaient été effectués et que Donald Trump était satisfait de ces progrès. Rubio qui s'est également exprimé sur la date butoir qu'avait donné Donald Trump, Thanksgiving. Rubio a dit que l'objectif, c'était vraiment d'avoir un accord le plus vite possible, donc ça pourrait être avant Thanksgiving. Donald Trump qui a, il y a quelques heures, laissé entendre sa frustration avec ce post qu'il a fait sur son réseau social en disant que les responsables ukrainiens n'avaient exprimé aucune gratitude pour nos efforts et que l'Europe continuait d'acheter du pétrole aux Russes. Donald Trump qui est d'autant plus frustré parce que ici vraiment beaucoup à Washington parlent de la division au sein du camp républicain. Rubio aurait laissé entendre à des sénateurs que ce plan n'était pas américain et on sait que c'est Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, qui l'a élaboré avec l'envoyé spécial russe Dmitriev quand ils se sont retrouvés à Miami en octobre. Un plan élaboré par Witkoff et Dmitriev avec l'aide de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Et ça grince beaucoup des dents à Washington parce que beaucoup reprochent à Witkoff de travailler seul, de ne pas avoir assez collaboré avec d'autres membres de l'administration, notamment Marco Rubio. Merci beaucoup Sonia Dridi. Comment réagit-on à Moscou? Écoutez la première version de Vladimir Poutine.
Nous avons ce texte. Nous l'avons reçu par les canaux de communication existants avec l'administration américaine. Je pense qu'il pourrait également servir de base à un accord de paix définitif. Mais ce texte ne fait l'objet d'aucune discussion approfondie avec nous. Et je peux supposer pourquoi. Je pense que la raison est la même. L'administration américaine n'a jusqu'à présent pas réussi à obtenir l'accord de la partie ukrainienne. L'Ukraine y est opposée. Alors, est-ce qu'il dit vrai quand il a l'impression, il dit moi ce texte, j'ai pas vu, je connais pas. On ne peut pas s'empêcher de sourire parce que c'est son copain Kirill Dmitriev qui l'a rédigé, donc évidemment qu'il l'a, mais c'est très malin parce il arrive quand même par cette posture à mettre l'administration américaine sous pression en disant écoutez, voyez avec les Ukrainiens et après revenez vers nous. Donc il se place au barycentre du processus plutôt qu'être celui qui doit effectivement amender ou faire des concessions. Est-ce que cette fois, Poutine entre dans la logique? On a vu que précédemment, il a plusieurs fois refermé la porte. Pour l'instant, il est en train d'entrer dans la logique. Tant qu'il n'a pas vu. Oui, il n'a pas dit non, en tout cas. Oui, tant qu'il n'a pas vu le texte amendé. Il y entre pour une raison évidente, c'est que ce plan, en tout cas dans sa première version, effectivement, avant peut-être qu'il soit transformé à Genève, est pour lui inespéré. C'est-à-dire qu'en gros, il obtient tout ce qu'il veut. Et donc, effectivement, il peut maintenant se montrer accommodant, disant, voilà, on tend la main, on peut y arriver. C'est malheureusement, même si c'est difficile à dire, c'est un succès pour lui qui est vraiment très net. Et son attitude de fermeté, d'intransigeance, son refus d'être dans une logique de collaboration, elle a été payante. Puis, alors, il faut que le plan arrive à son but, mais c'est extraordinaire. Enfin, on le dit beaucoup du côté ukrainien en disant à quel point ce plan leur est défavorable, mais pour Poutine, c'est exceptionnel. C'est vraiment la preuve, et même si c'est difficile à reconnaître, la preuve que c'est la force qui paye, c'est la brutalité qui paye, c'est le non-respect des règles internationales qui paye. Il a tiré sur l'élastique, et si ça marche, c'est maintenant que ça marche. Oui, effectivement, d'autant qu'il y a parmi les 28 points, il y a des points économiques qui apporteraient tout de suite d'importants bénéfices à la Russie, qui réintégreraient de facto la Russie dans le jeu économique, qui lèverait l'intégralité des sanctions. Donc si ce plan devait aboutir, Vladimir Poutine, il aurait une triple victoire, il aurait incontestablement la victoire militaire parce que de facto il est en position de force. Parlons-en, puisque vous amenez ça, c'est le point 13. La Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale avec des discussions prévues sur la levée des sanctions, la réintégration du G8 et la conclusion d'un accord de coopération économique à long terme avec les États-Unis. La réintégration du G8, c'est-à-dire non seulement Poutine serait absous, comme on l'a vu dans l'article précédent, mais il pourrait revenir dans la cour des grands, dans la cour des 8 grandes puissances. Ben c'est la preuve en tous les cas, contrairement à ce qu'il avait dit, que ces sanctions les ont quand même marqués et les ont empêchés de dormir, parce que sinon il n'en parlerait même pas. Évidemment. À l'époque, il disait je vite, moi j'ai rien à faire, etc., etc. En fait, on voit bien effectivement qu'il en a à faire quelque chose. Bon, alors c'est pareil, d'un point de vue moral, c'est extrêmement choquant. Mais effectivement, est-ce qu'on a... Regardons l'époque où... Voilà, ça c'est ce qui fait rêver. Alors à l'époque, d'abord, la France et la Russie étaient très amis, très amis, vraiment très amis. Hein, entre comment dire, Chirac et Poutine, ça se passait très bien. Après, il y a eu la guerre d'Irak où ils étaient sur la même longueur d'onde. La France et la Russie Madame Merkel étaient très amis. Hein. Enfin, toujours, il y a eu débat quand même. Si, mais oui. Mais là, dans l'histoire récente, si. Et on est avant 2007. Pas avec Hollande. Avec Hollande, c'était tendu. Hein. Faisait quand même référence à cette amitié entre la Russie et la France. Il y a eu des périodes, il y a eu des périodes tendues avec Hollande. C'était très tendu avec Hollande. Il y a eu des débats. Hollande. Oui, il y a eu la suspension de la livraison c'était des frégates, c'est ça, les navires, les navires de guerre que effectivement Nicolas Sarkozy avait promis à Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que, hormis cette espèce de parenthèse Hollande, Emmanuel Macron aussi pensait qu'il allait pouvoir faire de Poutine un allié. Et je pense qu'il était sincère d'ailleurs. De même que on a beaucoup dit des gens comme François Fillon ou autres étaient entre les mains des Russes pour des raisons économiques. Non, je pense que simplement ils pensaient que la vocation de la Russie était de rejoindre l'Europe pour faire une espèce de continent puissance. Pour l'instant, c'est vieux rêve de De Gaulle. Il y a des paroles de De Gaulle incroyables où il dit qu'il rêve, évidemment c'est l'Atlantique à l'Oural, hein, alors que c'est l'Union soviétique. Donc c'est un régime en termes de dictature qui est... C'est pour ça qu'il ne disait jamais l'Union soviétique, il parlait toujours de la Russie. Cette image-là,
là, évidemment, si les Russes arrivent à ce coup-là, si dans le texte final, il y a retour dans le G8, alors là, c'est le concombre mais pour eux. dans le texte final, il y a aussi un retour dans le G8, ça voudrait dire qu'il y a des garanties de sécurité, parce que regardez ce qu'a dit Rubio, c'est quand même ça qui est important ce soir. Il a dit on a fait des gros progrès concernant les garanties de sécurité. Ça veut dire que les Européens, et peut-être la France, c'est peut-être là qu'on a une plus-value, demandent des garanties de sécurité en béton. Et donc, que ça, les garanties de sécurité en béton, quand ça va arriver côté russe, je ne suis pas persuadé que ça va les faire rire. Je veux dire, on n'a pas fini de faire des allers-retours. Mais il y a un autre point qui, à mon avis, ne fait pas tout à fait rire les Russes, c'est la question du nombre de l'armée ukrainienne. Ce chiffre qui, dans ce plan de 28 points, est à 600 000. À 600 000. Et je crois que les Européens, dans leur contre-proposition... On va y revenir à 800 000. Remonte, mais les Russes voudraient que ça soit beaucoup moins. Mais si on reste juste un instant à ça, le retour... Rien dit là-dessus. Le retour de Poutine... Il sera discuté scrupuleusement par Vladimir Poutine. Juste le retour de Poutine sur la scène internationale, à ce point-là, c'est-à-dire effectivement parmi les 8... C'est pas le retour, pardon, mais c'est le retour dans le camp occidental. Mais il ne faut pas oublier que depuis le début de la guerre, Poutine a développé une diplomatie parallèle avec ses amis indiens, avec ses amis chinois, et que c'est un relatif succès. Moi, je ne partage pas pour une fois l'analyse du général Richoux sur l'efficacité des sanctions. Moi, souvenez-vous, c'est Bruno Le Maire qui disait qu'on allait mettre à genoux l'économie russe. Or, ces sanctions, il y a eu quoi, 15, 20, 30 de sanctions européennes. Et la guerre, elle dure depuis 3 ans, bientôt 4. Et la Russie continue à fabriquer de l'armement. Moi, ce que je disais simplement, imaginez la puissance de la Russie sans les sanctions. Ah oui, ça aurait été encore pire. Ce que je voulais dire, c'est que... la guerre serait finie. Avec l'accès, vendant leur pétrole, leur gaz, etc., avec l'accès au monde entier, je pense que la guerre serait terminée. Et juste pour terminer mon propos là-dessus, et il me semble que le retour éventuel, en tout cas souhaité par les Américains de la Russie au G7, c'est une sorte de constat de la réalité. Et la réalité, elle est toute simple, c'est qu'aujourd'hui, les BRICS, c'est-à-dire ce groupe alternatif, pèsent plus lourd en termes de PIB que le G7. Et Trump, qui est un homme d'affaires et pour qui seul compte les rapports de force et les gens avec qui on peut faire du business, ils disent attendez, elle est là la croissance, elle est là, elle n'est pas sur ces Européens qui sont perclus de dettes et avec une croissance. Écoutez, très faible. Vance, le vice-président américain, qui va tout à fait dans ce sens-là, lui, il est sans doute dans la position la plus proche de Moscou à cet égard. Oui. Donald Trump est un dur à cuire, mais ce n'est pas quelqu'un de violent. Ce n'est pas quelqu'un qui comprend la violence à un niveau fondamental. Sa logique est pourquoi, plutôt que de s'entretuer, la Russie et l'Ukraine ne s'engagent-elles pas à des échanges commerciaux, à des voyages entre les deux pays, à des échanges culturels. C'est là sa perspective fondamentale. Quand on voit ça, c'est lancé. Mais je pense qu'il a raison. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est Poutine qui gagne. Parce que Poutine, lui, est un violent. Poutine sait utiliser la violence. Alors que Trump, effectivement, il pense business. J'ajoute que c'était sur le site Breitbart qui a longtemps appartenu à Steve Bannon. Donc, l'endroit où il s'exprime n'est pas une chaîne de télévision comme les autres. C'est un site qui est tout à fait dans la lignée MAGA, Make America Great Again. Est-ce qu'ils peuvent en arriver là, que je comprenne bien? Est-ce qu'on s'illusionne en Europe de l'Ouest? On pense toujours que les Américains sont nos alliés de toute éternité. En réalité, est-ce qu'ils peuvent réellement aller assez loin dans une forme de partenariat? Darius, moi, j'étais à Moscou il y a quelques mois et on bruissait déjà. Je sentais le milieu des affaires américains, justement, le président de la Chambre de commerce américaine qui est à poste à Moscou, qui était à la veille de se rendre justement voir des gens à la Maison-Blanche. Ils n'ont qu'une envie, c'est que les accords, les relations économiques reprennent, qu'ils soient touristiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient financiers. C'est là vraiment la priorité principale des deux côtés, côté américain comme côté russe. Il n'y a que ça qui compte. J'ai peut-être mal entendu ce que disait J.D. Vance, mais tellement c'est ridicule, je me suis sans doute trompé. Mais il est en train de proposer la reprise du commerce entre l'Ukraine et la Russie, pas entre la Russie et les États-Unis. Donc j'avais presque envie de dire, si le ridicule tuait, il se serait effondré sur scène le malheureux. Mais l'autre remarque qui a suivi dans mon esprit, c'est de ces types-là dont dépend notre sécurité continentale en ce moment. C'est eux qui sont en train d'imposer leurs lois et leurs dictats à Genève. Et nous, on a nos Sherpas sagement assis qui disent, excusez-moi, juste, est-ce que sur les troupes en Ukraine, est-ce qu'on peut avoir un mot à dire? C'est quand même un type
qui a envoyé son copain, on l'a dit, Dan Driscoll, qui vient de faire la déclaration en disant, et en gros c'est le porte-voix de J.D. Vance, il dit écoutez, c'est terminé, l'Ukraine ne reprendra pas le Donbass ou la Crimée, ça ne sert à rien d'arroser avec des armements et de l'argent, maintenant il faut mettre fin à ça. Et c'est ce genre de personnage que dépend notre sécurité. Et il faut quand même l'avouer qu'on a essayé de faire business, on a essayé de faire les échanges culturels et touristiques après Zelensky. 2014. On a essayé de fermer les yeux, tous et en partie en Ukraine, à vrai dire. Il y avait quand même des villes qui vivaient tranquillement. En Europe aussi, on n'a pas du tout parlé de la Crimée qui était annexée, on n'a pas du tout parlé des morts aussi à l'est quand même de l'Ukraine. Mais actuellement, ce n'est pas possible. Et même au niveau des échanges culturels, d'ailleurs, même aujourd'hui pour la France, à vrai dire pour la communauté culturelle française qui soutienne beaucoup l'Ukraine, c'est toujours une question, même comment on invite la soprano russe qui soutient beaucoup Poutine, Anna Netrebko, qui est programmée à l'Opéra de Paris, avec Igor Golovatenko, le baryton russe aussi, qui a donné ses concerts au festival en Abkhazie qui était occupé. Il était là juste cet été. Il a donné les concerts à Moscou au mois d'octobre et on va les recevoir à Paris, à l'Opéra, ici, au mois de janvier. C'est quand même, ce sont des détails, mais il faut quand même y penser et voir que on n'est pas impuissant et on doit quand même influencer aussi sur nos valeurs qui sont non seulement dans ces plans de paix, mais qui sont autour de nous, ici. Cela étant, qui claque la porte des Américains? Personne. Est-ce que vous avez entendu un seul dirigeant européen qui... Xi Jinping. Ah oui, non mais d'accord, mais chez les Européens. Viens me voir à Busan, parce que sinon il n'y aura plus de terres rares. Ouais. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais Mais chez les Européens, chez ces mêmes Européens qui critiquent Trump, est-ce qu'il y en a un seul qui dit ils en ont besoin. On va faire nous, pas besoin de vous. Et notamment, ils en ont besoin pour les garanties de sécurité. Absolument. C'est la grande intelligence de Donald Trump, c'est d'ouvrir tous les chantiers en même temps. Et donc, effectivement, les Européens seraient beaucoup plus à l'aise pour hausser le ton par rapport à ce plan de paix complètement inique, s'il n'y avait pas d'autres chantiers ouverts, et deux en particulier. Le premier, qui sont les échanges commerciaux avec les États-Unis, la menace des droits de douane. On a réussi à peu près à limiter la casse. D'ailleurs, ça n'a pas trop d'impact sur la croissance. C'est bien la preuve que c'est pas si tragique que ça. Mais à tout moment, Trump peut dire je vais vous remettre plus. Et puis, bien sûr, la pérennité de la présence militaire américaine en Europe. Et donc, j'imagine très bien, même dans les chancelleries proches des Ukrainiens, comme en Allemagne, des conseillers dire à Merz, faites attention, parce que nous, on ne peut pas se défendre tout seul. Donc, on ne se fâche pas avec les Américains, même sur l'Ukraine, parce que sinon, s'ils retirent leurs troupes et leurs avions, on est à poil face à une Russie qui est quand même au